Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale radio communautaire, notre dossier du jour sera consacré aux radios du Sénégal qui jouent un rôle important dans le débat démocratique. Au sommaire également, le roi du Maroc, Mohamed VI, a été reçu ce mardi au palais de l'Élysée à l'occasion de faire le bilan de la coopération bilatérale entre la France et le Maroc. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs kenyans. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé ce lundi une hausse de 18% du salaire minimum ainsi que la hausse des primes non imposables. Avec nous sur ce plateau pour en parler, deux invités, Monsieur Makaila Ngebla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste blogueur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également Monsieur Oumar Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous vous remercions. Sans oublier notre éditorialiste Daouda Tal. Daouda, bonsoir. Bonsoir Graziella et bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Je vous le disais en titre, le souverain marocain Mohamed VI a été reçu ce mardi au palais de l'Élysée par son homologue français, le président François Hollande, qui vit ses derniers jours en tant que chef de l'État. La lutte contre le djihadisme, le réchauffement climatique, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine ou encore le rapprochement culturel entre la France et le Maroc étaient à l'ordre du jour. Alors, Monsieur Makaila Mohamed VI avait été en 2012 le premier chef d'État africain reçu par François Hollande. Il est certainement aujourd'hui le dernier avant la fin de son mandat. Est-ce qu'il y a là un symbole à retenir? Écoutez, merci. Je pense que cette visite elle est totalement privée et elle s'inscrit effectivement dans le cadre des relations entre le Maroc et la France, des relations qui sont historiques, des relations aussi séculaires entre les deux pays. Et je pense que aussi il faut ajouter à cela, il y a des enjeux autour des relations franco-marocaines, notamment les enjeux sécuritaires, les enjeux culturels. Vous savez qu'il y a des Français d'origine marocaine qui émergent dans les sphères effectivement culturelles françaises. Je pense que cette visite intervient aussi à la veille de l'élection présidentielle française, mais aussi du départ, comme vous l'avez évoqué, du président François Hollande. Donc je pense qu'il y a plusieurs enjeux qui entourent cette visite, qui, de mon point de vue, renforcerait les relations entre le Maroc et la France. Alors, Monsieur Ba, comment ont évolué les relations bilatérales entre le Maroc et la France sous la présidence du président François Hollande? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle dynamique ces 5 dernières années? Je pense que la dynamique elle est restée globalement la même. Je ne vois pas trop de nouveautés, sinon une continuité très approfondie entre le tempérament du président Hollande, qui diffère un peu de celui de Sarkozy, qui était un peu plus impulsif à mon avis. Le président Hollande est plus diplomate. Il sait tenir et entretenir les relations. Je crois que sur ce point-là et sur le plan de la coopération entre le Maroc et la France, notamment au niveau des Nations Unies, la France a été toujours du côté du Maroc pour le soutenir dans le cadre du dossier sahraoui. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'un des enjeux qui fait que le Maroc a pu réintégrer l'Union africaine, entre autres, il y a aussi là, de mon point de vue, une action française qui n'est pas révélée au grand jour, mais qui existe quand même. Alors, Daouda, concrètement, c'est quoi? C'est une visite de remerciement réciproque à la fin du mandat de François Hollande? On peut l'analyser ainsi? Bon, on peut l'interpréter en partie comme ça, mais vous savez, une visite d'État, c'est des rencontres, une visite privée, pardon, c'est des rencontres parfois qui ne sont pas révélées dans l'agenda de manière publique. Donc là, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais pour revenir, mais effectivement, les deux présidents ont quand même entretenu des bonnes relations. Vous le rappeliez, le roi François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, le premier chef d'État étranger qu'il a reçu, c'était effectivement le roi Mohamed VI. Et également, parallèlement, le roi, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, sa première visite d'État en 2000 aussi, c'était réservé à la France. Donc partant de ce double constat, je pense que les deux pays
comprennent tout à fait l'enjeu et l'importance des relations mutuelles qu'ils peuvent entretenir entre eux. Et bon, faut noter quand même une petite phase sombre dans ces relations. Quand, elles ont quelquefois été tumultueuses. Par exemple, Français avait convoqué le directeur de l'antiterrorisme marocain. Ça a créé un incident diplomatique avec l'ambassadeur de France à Rabat qui a été convoqué sur place. Donc je pense qu'il y a eu cet épisode sombre qui quand même a vite, les pays ont vite dépassé cela parce qu'il y a des enjeux économiques également. Le Maroc accueille de nombreuses entreprises françaises, notamment dans l'automobile, etc. Je pense qu'au-delà de tout, l'important est de dire que le Maroc et la France entretiennent aujourd'hui des relations qui sont très bonnes. Et l'élection présidentielle française, je pense, n'y changera pas grand-chose. Voilà. Alors justement, Monsieur Makaïla, est-ce que très rapidement, concrètement, on peut revenir sur les grands axes de cette coopération bilatérale entre la France et le Maroc? Écoutez, il faut dire que cette visite intervient aussi dans le cadre de, après le sommet qui a été tenu sur l'environnement, le sommet de Paris, mais aussi le sommet de Marrakech au Maroc. Donc effectivement, ça fait par le COP 22. Donc ça fait partie un des enjeux majeurs qu'il est la France et le Maroc. À cela s'ajoute aussi l'enjeu aussi, comme je vous ai évoqué, l'enjeu sécuritaire. Vous savez, la France, souvent confrontée à des menaces terroristes, a besoin aussi de recourir au Maroc, qui effectivement détient de moyens colossaux pour renforcer effectivement la question sécuritaire en France. Donc je pense que c'est des éléments qu'il faut tenir compte et prendre en considération dans cette coopération bilatérale entre le Maroc et la France. Monsieur Ba, il y a aussi une volonté de rapprocher culturellement les deux peuples. On l'a vu que lors de cette visite, de grands noms de la culture et des arts des deux pays ont été conviés. Oui, je crois que cela rentre dans le cadre aussi de la coopération culturelle entre les deux pays. Et je crois que cela rentre dans un axe favorable, dynamique, positif entre ces pays. Et je crois que les autres également pourraient profiter de cette excellence des relations pour cultiver davantage l'esprit d'un monde beaucoup plus apaisé, plus sécurisé. Et je crois que l'exemple de la coopération entre le Maroc et la France est à méditer de mon point de vue. Merci, Monsieur Ba. Dans l'actualité également, c'est un geste fort et symbolique. À l'occasion de la fête du travail célébrée ce 1er mai, le président kényan Uhuru Kenyatta a augmenté de 18% le salaire minimum, de quoi atténuer l'impact de l'inflation qui atteint un nouveau pic. En avril, il est désormais estimé à 11,5%. Fanny Mounéché. 18% d'augmentation du salaire minimum. C'est la directive prise ce 1er mai, fête du travail, par le président kényan Uhuru Kenyatta. Une mesure qui vise à atténuer l'impact de l'inflation pour les personnes à faible revenu. Le chef de l'État a également annoncé l'augmentation des primes non imposables et la revalorisation des heures supplémentaires. Je comprends que vous souhaitiez avoir plus de revenus disponibles pour pouvoir répondre aux besoins de vos familles. Je suis conscient que les travailleurs à faible revenu aient du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Il n'est pas juste qu'ils soient lourdement taxés. Au cours des 2 dernières années, le gouvernement kényan a progressivement élevé les tranches d'imposition et réduit les taux d'imposition des travailleurs à faible revenu. Une réunion d'urgence est également prévue avec les employeurs pour explorer des mesures visant à amortir l'impact des coûts associés aux facteurs non liés au travail pour les personnes à faible revenu. Il est sans doute un autre coup dur pour les employeurs qui sont absolument forcés de revoir leur masse salariale, à la fois pour les employés, mais aussi de tous les niveaux, des employés de basse classe, classe moyenne et de haut cadre. Absolument, il y aura des répercussions sur le coût de production au Kenya qui sera affecté à la hausse et les produits kenyans peuvent avoir un handicap sur la concurrence. Ces augmentations interviennent à 3 mois de la présidentielle prévue en août 2017. Le chef de l'État kényan est candidat à sa propre succession. Son principal rival, Raila Odinga, a été désigné comme candidat de la principale coalition de l'opposition à ce scrutin. Monsieur Makaïla, une hausse de 18% du salaire minimum, au-delà d'être une bonne nouvelle pour les travailleurs, c'est également une bonne nouvelle pour l'économie kenyane. Absolument. Je pense que c'est un signal fort, un signal significatif en direction des travailleurs kenyans.
juste après le 1er mai 2017, qui célèbre effectivement la fête des travailleurs en général. Je pense que le président Kenyatta, depuis son arrivée au pouvoir, a posé des actes quand même majeurs, des actes significatifs qui sont encourageants, étant donné que c'est la question essentielle en Afrique depuis un certain temps, la crise sociale. Et le Kenya, qui est un pays touristique par excellence, dont le régime effectivement dirigé par M. Uhuru Kenyatta pose des actes quand même encourageants. Je pense que aussi ça motive notamment les travailleurs kenyans dans la mesure où 18% d'augmentation, c'est rare. Alors que si vous voyez un certain nombre de pays africains qui sont confrontés à des crises sociales et qui n'arrivent pas à honorer les engagements sociaux avec les travailleurs, je pense que ça, c'est un acte majeur à encourager du point de vue des analystes que nous sommes ou bien des journalistes africains que nous sommes. Alors, Daouda, ces augmentations interviennent à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut penser à une stratégie à des fins électorales, par exemple ? Bon, les plus pessimistes vous diront ça. Je pense que... c'est ce que dit l'opposition, en tout cas. Voilà, c'est ce que dit l'opposition, effectivement. On peut... Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, une augmentation du SMIC, enfin du salaire minimum au Kenya. Donc, le président Uhuru Kenyatta ne va pas se priver d'une telle mesure quand on sait que l'élection arrive bientôt, l'élection présidentielle, et qu'elle sera très disputée. Donc je crois que le plus important dans ça, c'est de dire que le Kenya est quand même un pays qui est assez dynamique. Et donc ce dynamisme doit se répercuter via l'amélioration des conditions de vie des populations. Et cette amélioration passe par des salaires décents. Et ces salaires décents, ça passe par une reconsidération de ce salaire minimum. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que l'enjeu, on sait très bien qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, bon, si c'est respecté, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, c'est quand même un salaire qui n'est pas forcément très important vu le coût de la vie sur place. Et je pense que le plus important, c'est d'aller vers des politiques plus importantes, plus déterminantes, plus volontaristes, plutôt que de s'arrêter à augmenter de quelques shillings. Alors, le but ici, le but de cette augmentation est de limiter les effets de l'inflation qui ne cesse de grimper. Est-ce que, justement, on peut revenir rapidement sur les origines, finalement, de cette inflation? Qu'est-ce qui a provoqué cette hausse de prix au Kenya, Daouda? Bon, une inflation, c'est une hausse des prix suivie d'une dégradation du pouvoir d'achat. Bien entendu, quand vous avez une économie qui est en réalité pas très diversifiée, et le Kenya n'est pas le seul cas, qui n'est pas très diversifié, vous importez, quand vous importez, vous dépendez des cours mondiaux et des prix des denrées que vous importez. Donc, et à partir du moment où votre monnaie peut fluctuer également, une fluctuation dans un sens négatif peut entraîner une hausse de l'inflation. Je pense qu'il y a là un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer cela. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le plus important, c'est de mettre en place des politiques publiques, économiques, de développement qui permettent véritablement d'améliorer les conditions de vie des populations. Parce que pour l'instant, l'économie kenyane, même si elle est très importante et très dynamique, demeure pas assez diversifiée. Alors, l'élection présidentielle au Kenya est prévue le 8 août prochain. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez que la conjoncture actuelle est favorable au président Kenyatta? Je ne saurais vous dire. Je crois que l'élection sera très, très disputée, comme l'ont souligné mes deux co-débatteurs. Je crois qu'également l'augmentation du 8% est salutaire, mais elle est encore très en deçà de la demande sociale au Kenya. N'oublions pas que depuis 1997, globalement, les fonctionnaires kenyans, notamment dans l'enseignement, ont trouvé des compromis avec le gouvernement qui n'ont été exécutés que de moitié seulement. Donc la demande sociale, elle est pressante, elle est forte. L'année dernière seulement, je me rappelle, même cette année, en mars 2017, certains médecins ont été licenciés également. Et qu'un tribunal, comment dirais-je, au niveau de Nairobi, avait même fait un jugement, produit un jugement pour exiger de l'État une augmentation de 50%. Aujourd'hui, on est à 18%, ça vaut mieux que rien, mais c'est la bouteille à moitié vide qui est aujourd'hui observée de mon point de vue. Et je crois que peut mieux faire, et il fallait peut-être le faire encore beaucoup plus tôt,
pour permettre aux Kenyans d'avoir une meilleure marche financière. Mais d'autre part, pardonnez s'il vous plaît, il y a l'enjeu sécuritaire qui est important, donc d'autant plus qu'il y a la crise sécuritaire qui est là, il va sans dire que cela impacte négativement sur le levier touristique, qui est le levier par excellence du pays, et notamment également sur le risque pays à partir de l'attractivité territoriale du Kenya devient assez problématique. La particularité, je pense, la particularité de cette augmentation, de cette hausse de salaire, et lui aussi, c'est de la manière où elle cible effectivement des personnes à faible revenu. Donc, comme vous le disiez, ça peut aussi avoir une motivation politique à enjeu électoraliste, à l'approche, comme vous l'avez dit, de l'élection présidentielle. Donc déjà, quand vous ciblez effectivement des gens à faible revenu et que ces gens peuvent aussi une réserve électorale énorme, je pense que c'est aussi une motivation politique, et l'opposition ne peut, comme l'a dit Daouda, l'opposition ne peut que contester ou bien dénoncer cette attitude. Je pense que tout ce qui est posé comme acte aujourd'hui peut aussi avoir une motivation politique, et on peut retenir cette option, quoi. Alors Daouda, M. Ba disait qu'une hausse de 18%, c'est assez léger, mais est-ce que le gouvernement kényan, dans la conjoncture actuelle, parce qu'on est quand même dans un contexte de crise, peut se permettre de faire plus ? Écoutez, ce n'est pas le gouvernement kényan qui paye tous les salaires. Et donc, je pense que cette augmentation relève d'une bonne volonté politique, puisque cette mesure s'adresse également au privé. Et les emplois qui sont les plus importants, quand même, se trouvent dans le privé. Donc, pousser le privé à mieux rémunérer les salariés, je pense que c'est cette lecture-là qu'il faut avoir de cette mesure. Et ça me semble salutaire dans le contexte de sous-développement du pays. Merci Daouda. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.